Bonjour, Madame Valérie Masson-Delmotte. Vous êtes paléoclimatologue. Vous aviez présenté ce mardi 5 décembre à la COP24 les résultats du rapport spécial 1,5 degré du GIEC. Vous êtes dans ce cadre coprésidente du groupe de travail 1 du GIEC. Alors, en quoi cette fonction consiste-t-elle et de quoi étiez-vous en charge dans ce rapport ? Alors avec les coprésidents des 3 groupes de travail du GIEC, donc la partie base physique, la partie impact, adaptation, vulnérabilité et la partie atténuation, on a supervisé la préparation scientifique de ce rapport. C'est-à-dire qu'on a participé à regarder l'ensemble des rapports spéciaux qui seront préparés pendant ce cycle. Ils ont été décidés par les gouvernements. Ensuite, on a organisé une réunion de réflexion, de cadrage, pour construire la structure de ce rapport, la structure en chapitres et les mots-clés de chaque chapitre. Et puis ensuite, donc ça a été approuvé par les gouvernements. Ensuite, on a fait un appel à candidature des auteurs. On a sélectionné les auteurs. Donc typiquement, 600 nominations, 91 auteurs. On les a sélectionnés pour leur expertise, mais aussi en tenant compte de toute la diversité des compétences nécessaires. Et puis le renouvellement des auteurs par rapport à ceux qui l'avaient fait précédemment. Et donc cette nomination, elle se fait au consensus entre les vice-présidents et les coprésidents de chaque groupe de travail. Donc là, nous étions une trentaine en fait à participer à ce processus. Et ensuite, donc nous avons facilité, organisé, appuyé le travail des auteurs qui ont passé en revue la littérature, plus de 6000 publications. Et donc nous, on a fait une relecture, on a veillé à ce qu'il y ait une cohérence, à veiller à la qualité du rapport, veiller à ce que les auteurs prennent en compte sur plusieurs révisions les commentaires qui ont été fournis par 1000 relecteurs, 42 000 commentaires en tout. Et enfin, on les a aidés dans la rédaction de la synthèse, le résumé pour décideurs. Et puis, nous avons une fonction de représentation. Donc, nous présentons cette synthèse dans différents contextes. Donc, dans ce rapport, le seuil de 1,5 degré de réchauffement est pointé du doigt. Néanmoins, il y a des incertitudes. Quels sont les domaines scientifiques où les connaissances scientifiques, pour l'instant, font encore défaut et qui pourraient jouer un rôle futur ? Alors, le rapport, il regarde la différence entre un monde 1,5 degré et 2 degrés plus chaud, en termes de quelles conséquences sur le climat, le monde physique, mais aussi les conséquences pour le monde biologique, pour les sociétés humaines, en termes de risques finalement et d'impact. Il regarde aussi les options pour y répondre en termes de décarbonisation, donc quelles sont les trajectoires compatibles, quelles sont les solutions qui peuvent être déployées maintenant et à plus long terme, avec une analyse des conditions de leur faisabilité. Et puis il regarde également comment construire des transitions qui soient justes et éthiques et équitables, avec les intersections et les synergies, mais aussi les risques d'effets indésirables sur les autres dimensions du développement durable. Et donc chacun des chapitres, chacun des 5 chapitres, enfin les 4 chapitres scientifiques après l'introduction, comporte une dernière section qui porte sur les verrous scientifiques et les limites des connaissances. Alors je vais donner un exemple. C'est celui de la question de la montée du niveau des mers et du rôle des calottes du Groenland et de l'Antarctique. Il est encore très difficile de savoir quel est un seuil de réchauffement planétaire qui permettrait d'éviter d'avoir une déstabilisation de certains secteurs de l'Antarctique de l'Ouest ou de l'Est et une perte irréversible de glace par l'écoulement de certains endroits au Groenland. Ça reste un verrou scientifique. On a aussi très peu de connaissances sur ce qu'implique le fait de dépasser 1,5 degré et d'y revenir par la suite, ce qu'on appelle un overshoot. Il y a très peu de littérature scientifique. Mais chacun des chapitres, il comporte une section finale sur les sources principales d'incertitude. Et si vous êtes jeune scientifique, vous avez envie de définir, vous, ce que peut être un projet de recherche, c'est ce que je vous encouragerais à lire en premier. Le rapport spécial a été réalisé suite à la demande de la COP21 en 2015, en peu de temps donc. Quelles sont les principales difficultés à la réalisation de ce rapport ? Alors effectivement, donc, cette commande de la COP21, c'est une commande politique au GIEC, c'est quelque chose de nouveau. Quand j'en ai pris connaissance, j'étais relativement inquiète. D'abord parce que finalement c'est presque une instrumentalisation de la science quand les politiques n'arrivent pas à s'accorder sur ce qu'est un objectif climat, puisque largement en dessous de 2 degrés c'est l'objectif de la COP21, mais pour de nombreux pays, une centaine de pays, considéraient que ce n'était pas suffisamment sûr. Mais en même temps, il n'y avait pas assez de connaissances sur ce qu'impliquerait 1,5 degré de réchauffement, ce que ça permettrait d'éviter comme impact, et si c'était encore faisable en termes de trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. J'avais aussi peur qu'il n'y ait pas assez de connaissances nouvelles, et j'avais peur qu'on ne puisse pas attirer les meilleurs scientifiques du monde à rédiger ce rapport. Alors heureusement, en fait, d'abord on a attiré des scientifiques brillants pour le rédiger, et puis la communauté scientifique, elle a répondu avec enthousiasme à l'invitation de la COP21 et au fait que le GIEC prépare ce rapport. Donc il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par différentes communautés scientifiques, mais aussi des chercheurs individuels, à produire des connaissances nouvelles, à les publier à temps.
Donc ça c'est important parce que sans connaissances nouvelles, il n'y a pas de rapport du GIEC, nous on ne fait qu'évaluer l'état des connaissances publiées. Et puis enfin, la difficulté, ça a été le temps de travail. En tout, les auteurs, ils ont eu 19 mois pour faire 3 versions successives de leur chapitre, prendre en compte les commentaires des relecteurs. Un des chapitres, par exemple, a reçu 8000 commentaires sur son avant-dernière version. C'est une somme de travail considérable d'intégrer ce que apportent les relecteurs. C'est ce qui permet de rendre le rapport aussi objectif, exhaustif que possible. Mais c'est une charge de travail qui est considérable. Donc c'est vraiment cette difficulté, cette course contre la montre et le fait finalement d'évaluer des connaissances qui étaient produites quasiment en même temps que se faisait cette évaluation. Ça a été vraiment très particulier pour ce rapport. Et il n'a été possible que grâce au dévouement d'un certain nombre de personnes. Les auteurs du rapport, les relecteurs, les jeunes scientifiques qui ont été recrutés pour être des assistants de chapitre, et puis les membres de l'unité d'appui du groupe 1 du GIEC en particulier, puis des autres groupes, qui ont vraiment aidé au maximum les auteurs dans tout ce qui était faisable pour essayer de leur faciliter le travail. Et puis le rapport a été approuvé par mot, ligne par l'ensemble des gouvernements, c'était à peu près 100 heures. Et c'est la qualité du travail scientifique qui a fait que le rapport tel qu'on l'a présenté avant cette semaine d'approbation, sur le résumé pour décideurs, a été approuvé quasiment en l'état. Les gouvernements ont surtout reformulé certains aspects. Et puis nous ont demandé d'ajouter plus de précision sur beaucoup de points qui leur semblaient importants, tant pour les impacts régionaux que pour savoir comment implanter, mettre en œuvre les solutions qui sont disponibles. Merci beaucoup pour cet entretien.